Chapitre 1, la brûlure. La vapeur du fer sifflait comme un serpent tandis que Miranda Caldwell pressait le métal chaud contre l'avant-bras de sa fille de 23 ans. Le cri de Crystal Lancaster transperça la soirée de banlieue. Un son qui entrait à jamais la maison des Caldwell. Les ordures méritent d'être brûlées. Miranda rit, sa voix chargée d'un venin qui semblait étranger, venant d'une femme qui avait autrefois chanté des berceuses à ce même enfant, et qui se tordait maintenant de douleur sur le sol de la cuisine. Brian Raymond, le demi-frère de Crystal, âgé de 25 ans. Je regardais depuis l'embrasure de la porte avec un amusement froid. À sa place, je lui aurais brûlé le visage aussi. Il renifla en ajustant sa veste de créateur, cadeau de la dernière virée shopping de sa mère. Aaron allait se tenait dans l'ombre du couloir, les poings serrés. À 52 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, une entreprise de construction qui employait plus de 300 personnes à travers l'État. Ses yeux gris acier, qui avaient intimidé les négociateurs syndicaux comme les politiciens corrompus, brûlaient désormais d'une fureur qui ternissait sa réputation professionnelle. Il ne pleurait pas. Il ne criait pas. Il regardait simplement sa femme, après 15 ans de mariage, révéler sa vraie nature. Et son beau-fils, le garçon qu'il avait élevé depuis l'âge de 10 ans, exprimait sa gratitude avec cruauté. Aaron avait rencontré Miranda quand Crystal avait 8 ans et Brian 10. Leur père, un bon arien du nom de Thomas Lancaster, les avait abandonnés pour une serveuse de cocktail à Las Vegas. Aaron était intervenu non seulement comme soutien de famille, mais aussi comme une figure paternelle qui avait financé les études supérieures de Brian, acheté sa première voiture à Crystal et les avait traités comme s'il était son propre sang. La brûlure guérirait, mais la trahison était plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Tandis que Miranda soignait ses ongles manucurés, semblant oublier l'enfant qui se tordait par terre, Aaron prit sa décision. Il s'agenouilla près de Crystal, ses mains calleuses examinant avec douceur la blessure en forme de fer sur son avant-bras. « On s'en va », lui dit-il doucement. Aaron, ne dramatise pas, lança Miranda de l'autre côté de la cuisine, sans même se retourner. Elle l'avait bien cherché. La petite me manquait de respect dans ma propre maison. L'offense de Crystal avait été de se demander pourquoi sa mère avait besoin d'une autre virée shopping alors qu'Aaron travaillait 70 jours par semaine pour subvenir à leurs besoins. La jeune fille cumulait 2 emplois, serveuse et femme de ménage, essayant d'économiser pour ses études d'infirmière tout en vivant à la maison. Aaron aida Crystal à se relever, remarquant le sourire narquois de Brian face à la douleur de sa sœur. Le garçon avait toujours été le préféré de Miranda, gâté et prétentieux, malgré les efforts d'Aaron pour lui inculquer l'éthique du travail et le respect. Aaron voyait maintenant la pourriture qui s'était développée sous la surface. « Fais tes valises », dit Aaron à Crystal. Tous les deux. Miranda se retourna enfin. Son front figé par le botox était incapable de se plisser malgré sa confusion. « De quoi parles-tu ? Tu brûles ma fille. Ton fils trouve ça drôle. J'en ai fini. Ta fille. » Brian s'avança, du haut de son 1,80 m, pour tenter de l'intimider. « Elle n'est pas de ton sang, mon vieux. Aucun de nous ne l'est. » Le sourire d'Aaron était plus froid qu'un hiver du Montana. « Tu as raison. Et tu viens de me rappeler pourquoi c'est important. » Tandis que Crystal rassemblait ses quelques affaires, Aaron appela son avocat, Carl Welch. Puis son comptable, Stuart Hunter. Au matin, les choses seraient en marche. Miranda rit. Un rire sec et amer. « Tu crois que tu peux partir comme ça ? Je prends la moitié de tout ce que tu as bâti, Aaron. Je sais pour les comptes offshore, les sociétés écrans. Mon avocat va te détruire. » L'expression d'Aaron ne changea pas. Il avait bâti sa fortune grâce au calcul, à la patience et à sa capacité à anticiper les événements. Miranda venait de révéler qu'elle fouillait dans ses finances, ce qui expliquait certaines anomalies qu'il avait remarquées dans ses comptes. « On verra bien », se contenta-t-il de dire. Ce soir-là, Aaron et Crystal s'installèrent dans une suite d'hôtels en centre-ville. Tandis que Crystal dormait, épuisé par la douleur et le traumatisme émotionnel, Aaron était assis sur le balcon surplombant la ville qu'il avait contribué à bâtir. Des grues de chantier arborant le logo de son entreprise parsemaient l'horizon tel des sentinelles métalliques. Il songea à l'assurance de Miranda, à sa certitude béate d'avoir toutes les cartes en main. Elle préparait visiblement cela depuis un moment, probablement encouragée par quelqu'un qui s'y connaissait suffisamment en procédure de divorce pour oser. Aaron sortit son téléphone et parcourut les contacts de Miranda, qu'il avait mémorisés des années auparavant par instinct protecteur.
Un nom ressorti, Seth Flowers, l'entraîneur personnel de Miranda, qui faisait de fréquentes apparitions chez eux pendant qu'Aaron travaillait. Quelques appels discrets à ses contacts de sécurité révélèrent ses soupçons. Miranda et Seth entretenaient une liaison depuis plus d'1 an. L'entraîneur, un acteur raté devenu professeur de fitness, avait des goûts de luxe et des dettes croissantes. Aaron sourit en reconstituant le puzzle. Seth avait fourni à Miranda des informations sur la protection des biens et les stratégies de divorce, probablement tirées de sa propre expérience d'un divorce difficile avec sa première femme. Ils avaient prévu de prendre Aaron au maximum de sa valeur. Mais Aaron allait jouer à des jeux de stratégie depuis son enfance, survivant dans les quartiers les plus difficiles de Chicago. Ces escrocs de banlieue ignoraient totalement à qui ils avaient affaire. À l'aube, Aaron commença à dresser une liste. Non pas des biens à protéger ni des avocats à appeler, mais des points faibles et des points de pression. Chacun en avait. Des déclencheurs qui pouvaient bouleverser son monde s'ils étaient correctement sollicités. Miranda aimait son statut social et sa position de membre respecté du club de golf. Seth aspirait à la légitimité et à l'acceptation dans des cercles qu'il avait toujours méprisés. Brian dépendait du soutien de sa mère et des relations de son beau-père pour maintenir son train de vie. Aaron leur avait tout donné. Maintenant, il allait tout reprendre morceau par morceau et les regarder se détruire. Le jeu allait commencer. Chapitre 2. La découverte. 3 jours après l'incident du Iron, Aaron était assis dans son bureau d'angle, au 42e étage de l'immeuble Alley, examinant les renseignements recueillis par son détective privé. Todd Mayer était le meilleur du métier, un ancien agent du FBI spécialisé dans l'espionnage industriel. Surprenant Aaron avec ses paroles. Pas pour la douleur, mais pour la vérité. Maintenant, je sais qui se soucie vraiment de moi et de qui je peux faire confiance. Aaron sourit à la sagesse de sa fille. Elle avait appris à 23 ans ce qui lui avait pris 52 ans pour comprendre. Ses relations authentiques étaient construites sur la vérité, pas la commodité, et que la protection de l'exploitation était une forme de respect de soi, pas d'égoïsme. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans un silence confortable, Aaron savait que sa campagne de justice avait accompli tout ce qu'il espérait. Ses ennemis avaient été complètement vaincus, mais plus important encore, il avait découvert qu'il était vraiment poussé à ses limites. Il n'était pas le fou pardon que Miranda avait compté sur l'exploitation. Il n'était pas le beau-père faible que Brian s'attendait à manipuler. Il était Aaron Alley, un homme qui protégeait ce qui comptait, qui a récompensé la loyauté, et qui a fait le regret de ses ennemis le sous-estimer. La marque du fer sur le bras de Crystal s'était estompée à l'invisibilité. Mais la force qu'ils avaient toutes deux acquise de la trahison survivante durait éternellement. Ils avaient appris que la famille n'était pas définie par le sang ou le droit, mais par choix. Le choix de se tenir ensemble lorsque le monde a essayé de les déchirer. En fin de compte, la victoire d'Aaron ne serait pas seulement de vaincre ses ennemis. Il s'agissait de découvrir qu'il était assez fort pour survivre à leur pire et assez intelligent pour surpasser leurs projets, et assez sage pour construire quelque chose de mieux à partir des ruines de leur trahison. Le jeu était terminé. Aaron avait complètement gagné. Et contrairement à ses ennemis, il n'aurait jamais à regarder par-dessus son épaule parce qu'il avait appris à distinguer les amis et les prédateurs, entre l'amour et l'exploitation. Il était enfin libre. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Et les enquêtes nationales. C'est pire que prévu, dit Todd en glissant un épais dossier sur le bureau en acajou d'Aaron. L'affaire a commencé il y a 14 mois. Seth Flowers n'est pas seulement son entraîneur. Il se positionne comme son conseiller d'affaires. Aaron ouvrit le dossier, impassible, tandis qu'il examinait des photos, des documents financiers et des conversations enregistrées. Miranda et Seth se rencontraient régulièrement à l'hôtel Riverside, mais ils avaient également des entretiens avec des avocats, des agents immobiliers et des conseillers en investissement. Ils planifiaient le divorce depuis des mois, poursuivit Todd. Seth l'a convaincu de commencer à documenter ses violences psychologiques et son comportement dominateur. Elle a monté un dossier pour violence conjugale afin d'optimiser son indemnisation. L'ironie n'a pas échappé à Aaron. Tandis que Miranda élaborait de faux récits de violence, elle avait littéralement marqué sa fille au fer rouge. Il y a plus, dit Todd, en produisant une deuxième série de documents. Seth doit de l'argent à des personnes très désagréables. Ses dettes de jeu s'élèvent à près de 200 000 $ et ses créanciers ne sont pas du genre à accepter des échéanciers de paiement. Aaron a examiné une photo de surveillance de Seth rencontrant 2 hommes devant un casino. Même à distance, leur langage corporel criait à l'intimidation.
Votre femme a secrètement liquidé des biens pour aider à payer ses dettes, continua Todd. Elle a vendu des bijoux, a fait des avances de fonds sur des cartes de crédit et a même emprunté sur le fonds d'études de sa fille. Aaron serra les dents. Crystal travaillait jusqu'à l'épuisement, persuadée qu'elle devait économiser chaque centime pour ses études d'infirmière, tandis que sa mère volait son avenir pour financer sa liaison. L'enquête révéla des détails plus troublants. Brian n'était pas seulement complice des manigances de sa mère. Il y participait activement. Le garçon avait fourni à Seth des informations sur les affaires d'Aaron, utilisant son accès à l'intimité familiale pour photographier des documents et enregistrer des conversations. On a promis à Brian un partenariat dans une nouvelle entreprise, expliqua Todd. Seth a convaincu Miranda que vous ne l'inscririez jamais dans votre testament comme un vrai fils, et qu'il devait donc assurer son avenir de manière indépendante. Aaron a consulté les dossiers financiers de Brian sur son ordinateur. Le garçon vivait bien au-dessus de ses moyens, vêtements coûteux, factures de restaurant, location d'une BMW qui coûtait cher. Plus que la plupart des prêts immobiliers, tous financés par des cartes de crédit co-signées par Miranda. La famille qu'Aaron avait bâtie et protégée pendant 15 ans le trahissait systématiquement tandis qu'il travaillait jusqu'à l'épuisement pour subvenir à ses besoins. Mais la blessure la plus profonde se produisit dans les dernières pages du rapport de Todd. Des enregistrements audio de la maison, obtenus grâce aux caméras de sécurité qu'Aaron avait installées pour sa protection, révèlent des conversations entre Miranda et Brian au sujet de Crystal. Elle n'est même pas sa vraie fille. La voix de Miranda grésillait dans les haut-parleurs. Et elle a toujours été une petite souris pathétique. Aaron ne la garde chez lui que par culpabilité. Le rire de Brian suivit. Elle ne réussira jamais rien de toute façon. Autant la remettre à sa place maintenant. Aaron en avait assez entendu. Il congédia Todd et s'assit seul dans son bureau tandis que le soleil se couchait sur la ville. De sa fenêtre, il pouvait voir le chantier où son dernier projet prenait forme, un complexe médical qui emploierait des centaines de personnes et en servirait des milliers. Il repensa à sa propre enfance, passée dans la pauvreté avec un père alcoolique et une mère qui cumulaient 3 emplois pour subvenir à leurs besoins et à ceux de sa famille. Nourri. Chaque succès, chaque réussite avait été obtenue au prix du sang, de la sueur et d'un refus absolu d'accepter la défaite. Miranda venait d'un milieu privilégié, mais avait gâché chaque opportunité. C'était un parasite qui ciblait les gens qui réussissaient pour financer ses échecs. Brian avait bénéficié de tous les avantages, mais avait préféré le droit à l'effort. Ils avaient confondu la générosité d'Aaron avec la faiblesse, son goût pour la stupidité. Ils allaient maintenant apprendre la différence entre un pourvoyeur et un prédateur. Aaron appela d'abord Randall Dodson, un avocat spécialisé dans la protection des actifs et les structures d'entreprises complexes. Le second appel fut adressé à Clay Abbott, un promoteur immobilier qui tentait d'acheter l'une des propriétés les plus prisées d'Aaron depuis des années. À minuit, Aaron avait restructuré tout son empire financier. Les sociétés écrans furent dissoutes, les actifs transférés et les structures de propriété réorganisées. Miranda allait découvrir que l'argent qu'elle pensait pouvoir réclamer s'était envolé comme de la fumée. Mais la protection financière n'était qu'un début. Le plan ferroviaire d'Aaron exigeait patience, précision et une profonde compréhension de la psychologie humaine. Il récupéra les coordonnées d'Enrique McCormick, le meilleur consultant en sécurité privée de la côte ouest. Enrique avait déjà aidé Aaron à gérer des conflits syndicaux et des actes de sabotage d'entreprise, mais ce poste nécessitait des solutions plus créatives. La décision finale fut prise par Mark Mead, consultant média spécialisé en gestion de réputation. Aaron avait une histoire à raconter et voulait s'assurer qu'elle atteigne le bon public au bon moment. En quittant son bureau ce soir-là, Aaron s'arrêta sur le chantier où tout avait commencé. 23 ans auparavant, il avait démarré avec rien d'autre qu'un pick-up et une volonté de travailler plus dur que quiconque. Chaque bâtiment, chaque succès, chaque dollar avait été gagné grâce à sa détermination et sa réflexion stratégique. Miranda, Seth et Brian pensaient jouer aux dames. Ils ignoraient qu'Aaron avait déjà commencé une partie d'échecs où il contrôlait chaque pièce de l'échiquier. Le premier coup avait été joué lorsqu'ils avaient choisi la trahison plutôt que la loyauté. Aaron allait maintenant leur montrer comment un vrai stratège joue pour gagner. Chapitre 3, la fondation. Aaron se tenait dans l'entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, observant l'équipe d'Enrique McCormack installer du matériel de surveillance et systèmes de communication. Le bâtiment, officiellement condamné et voué à la démolition, devait servir de quartier général à ce qu'Aaron appelait en privé l'opération réinitialisation. La beauté de ce lieu, expliqua Enrique en testant les images des caméras,
et qu'il n'existe plus sur papier. Les archives municipales indiquent qu'il a été démoli le mois dernier. Aaron hocha la tête, appréciant l'ironie. Comme son mariage, ce bâtiment semblait intact en surface, alors qu'il était fondamentalement détruit en dessous. Crystal était assise à un bureau de fortune, son bras bandé reposant prudemment, tandis qu'elle examinait les documents. Malgré sa douleur, elle avait insisté pour participer aux recherches. La marque de brûlure s'estomperait, mais sa confiance en sa famille était à jamais marquée. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le passé de Seth, dit-elle en montrant un dossier. Son vrai nom est Seth Flowers, mais il se faisait appeler Stephen Fletcher lorsqu'il était marié à sa première femme. Aaron examina les documents. Seth avait changé de nom après un divorce houleux qu'il avait laissé ruiner et accusé d'agression. Des accusations qui furent abandonnées lorsque son ex-femme retira mystérieusement sa plainte et quitta l'État. Il y a une tendance. Ici, poursuivit Crystal. Il cible les femmes âgées, généralement divorcées ou veuves, disposant d'un patrimoine conséquent. Miranda est sa troisième cible en 5 ans. L'enquête a révélé la méthodologie de Seth, s'établir comme coach sportif dans des salles de sport haut de gamme, identifier des clientes fortunées en transition émotionnelle et s'immiscer progressivement dans leur vie, à la fois comme amant et conseiller financier. Sa première victime a perdu sa maison, lut Crystal dans le dossier. La seconde a fini par déclarer faillite. Seth s'en sort toujours indemne, alors qu'ils perdent tout. Aaron ressentit une froide satisfaction lorsque les pièces du puzzle se mirent en place. Seth n'était pas seulement un parasite opportuniste. C'était un prédateur de carrière qui avait choisi la mauvaise cible. Mark est arrivé à midi avec une camionnette remplie de matériel vidéo et une équipe de journalistes spécialisés dans les enquêtes d'investigation. Aaron les avait engagés pour tout documenter, mais pas pour les raisons attendues. L'histoire que vous voulez raconter, expliqua Mark tandis que son équipe installait les caméras, n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de protection. Vous êtes un homme d'affaires prospère dont la famille a été infiltrée par un escroc, et vous prenez des mesures pour protéger d'autres victimes potentielles. Le récit était parfait. Aaron serait perçu comme un citoyen concerné dénonçant un dangereux criminel, et non comme un mari en quête de vengeance. La documentation servirait à plusieurs fins, preuves pour des procédures judiciaires, éléments de révélation publique et assurance contre toute tentative de Miranda et Seth de réécrire l'histoire. Cet après-midi-là, Aaron rencontra Willard Sweeney, un expert comptable judiciaire qui l'avait aidé à gérer des transactions commerciales complexes par le passé. Willard avait analysé les activités financières de Miranda, et les résultats étaient accablants. Elle détournait systématiquement de l'argent sur vos comptes personnels, rapporta Willard. De petits montants au début, mais il augmentait avec le temps. Le total approche les 6 chiffres. Ce n'est pas un détournement de fonds, corrigea Aaron. Ce sont des comptes joints. Légalement, elle avait parfaitement le droit de retirer cet argent. Willard sourit. Pas si les fonds étaient utilisés pour commettre une fraude ou soutenir des activités criminelles. Les dettes de jeu de Seth ne sont pas seulement des marqueurs dans des casinos légitimes. Il doit de l'argent à des requins solitaires liés au crime organisé. La distinction c'était crucial. Miranda pensait financer une liaison, mais en réalité, elle blanchissait de l'argent pour des organisations criminelles. Les implications fédérales multiplieraient ces risques juridiques de manière exponentielle. À l'approche de la soirée, Aaron reçut des nouvelles de ses différents membres d'équipe. Stuart Hunter annonça que la restructuration financière était terminée. Miranda allait découvrir que son accès au patrimoine d'Aaron avait disparu du jour au lendemain. Carl Welch confirma que les papiers du divorce étaient en préparation, avec des conditions qui choqueraient l'équipe juridique de Miranda. Mais la nouvelle la plus intéressante vint de Jimmy Nichols, un détective privé spécialisé dans les vérifications d'antécédents pour l'entreprise de construction d'Aaron. Jimmy avait enquêté sur les activités de Brian et avait découvert quelque chose d'inattendu. Votre beau-fils a vendu des informations sur vos transactions commerciales, rapporta Jimmy. Mais pas seulement à Seth. Il a été en contact avec des concurrents, des syndicalistes et au moins 2 enquêteurs du gouvernement. Aaron sentit un froid familier s'installer dans sa poitrine. La trahison de Brian allait bien au-delà d'une simple déloyauté familiale. C'était de l'espionnage industriel qui aurait pu détruire l'entreprise d'Aaron et mettre des centaines de personnes au chômage. Ce n'est pas tout, poursuivit Jimmy. Il a utilisé son accès à votre bureau pour photographier des documents sensibles. Certaines de ces photos ont atterri entre les mains de personnes qui tentent de saper votre contrat depuis des années.
Cette révélation a ajouté une nouvelle dimension au plan d'Aaron. Brian n'était pas seulement un enfant gâté soutenant la liaison de sa mère. Il sabotait activement l'entreprise qui avait financé ses études, sa voiture et son train de vie. En examinant tous les renseignements recueillis la semaine précédente, Aaron a commencé à prendre conscience de l'ampleur du complot contre lui. Miranda, Seth et Brian avaient collaboré pour le détruire systématiquement tout en se positionnant pour tirer profit des dégâts. Ils l'avaient complètement sous-estimé. Aaron avait bâti son empire en comprenant que chaque problème contenait sa propre solution. Chaque faiblesse dans le plan d'un ennemi créait une opportunité de contre-attaque. Aaron ouvrit son ordinateur portable et commença à taper des instructions détaillées pour chaque membre de son équipe. Le plan qu'il mettait en œuvre se déroulerait sur plusieurs semaines, chaque phase s'appuyant sur la précédente, jusqu'à ce que ses ennemis se retrouvent piégés dans une toile de leur propre fabrication. La première phase ciblerait leurs finances et leurs relations sociales. La deuxième révélerait leurs crimes et leurs trahisons. La troisième les obligerait à subir des conséquences qui dureraient des années. Aaron avait appris depuis longtemps que la clémence était souvent confondue avec la faiblesse, et que le pardon était souvent récompensé par une nouvelle trahison. Il avait donné à Miranda, Seth et Brian toutes les chances de choisir la loyauté plutôt que la cupidité, la famille plutôt que l'intérêt personnel. Ils avaient fait leur choix. Aaron allait maintenant leur montrer les conséquences de la trahison de quelqu'un qui s'était extirpé de la pauvreté et avait bâti un empire par la seule force de sa volonté. Les fondations de leur destruction étaient posées. Demain, le vrai travail commencerait. Chapitre 4. Les points de pression. Miranda Caldwell s'est réveillée et a découvert que ses cartes de crédit avaient été annulées du jour au lendemain. Lorsqu'elle a appelé la banque pour se plaindre, elle a été transférée à un superviseur qui l'a informé que Monsieur Allais avait restructuré tous les comptes et l'avait retiré de son statut d'utilisatrice autorisée. C'est impossible, hurla Miranda au téléphone. Je suis sa femme. J'ai des droits, madame. D'après nos archives, il s'agissait de comptes professionnels que Monsieur Allais détenait personnellement. Garantie. Il a parfaitement le droit de gérer l'accès à ses propres facilités de crédit. Miranda lança le téléphone à travers sa chambre, manquant de peu le miroir qui reflétait son visage crispé de rage. Elle appela immédiatement Seth, mais son téléphone tomba directement sur la messagerie. Ce que Miranda ignorait, c'est que Seth était assis dans un parking à l'autre bout de la ville, fixant deux hommes qui lui avaient rendu une visite fort désagréable. Ses dettes de jeu étaient arrivées à échéance et ses créanciers ne cherchaient pas d'excuses. 2 semaines, dit l'homme corpulent en ajustant son poing américain. Vous nous rendez notre argent dans 2 semaines ou nous commençons à le recouvrer autrement. Les mains de Seth tremblaient lorsqu'il essaya d'appeler Miranda, mais son téléphone était occupé. Il ignorait que l'équipe d'Aaron surveillait ses communications et avait arrangé les 2 problèmes simultanément. Pendant ce temps, Brian Raymond traversait sa propre crise dans son appartement du centre-ville. Sa BMW avait été saisie dans la nuit, et son propriétaire exigeait 3 mois d'arriérés de loyer que Brian ne pouvait pas payer. Les cartes de crédit de sa mère, qui finançait son train de vie, ne fonctionnait plus. Tout est de la faute d'Aaron, marmonna Brian en jetant ses vêtements dans des sacs poubelles. Sa garde-robe coûteuse, payée avec l'argent d'Aaron, était tout ce qui lui restait de valeur. Mais les problèmes de Brian ne faisaient que commencer. Alors qu'il travaillait à temps partiel comme consultant pour le cercle social de sa mère, il découvrit que la nouvelle de sa déloyauté envers Aaron s'était répandue. Dans le monde des affaires soudées qu'Aaron avait mis des décennies à bâtir, Brian se retrouva persona non grata. Pendant la nuit, Aaron observa le chaos se dérouler depuis son poste de commandement dans l'entrepôt, où de multiples écrans diffusaient des images de surveillance, des reportages et des données financières. Crystal était assise à côté de lui. Son bras en voie de guérison ne l'empêchait plus de coordonner l'opération. Les créanciers de Seth augmentent la pression, rapporta TL, surveillant les communications interceptées. Il est suffisamment désespéré pour commettre une bêtise. Cette bêtise arriva plus tôt que prévu. Seth s'introduisit par effraction chez Miranda cet après-midi-là, à la recherche de bijoux et d'objets de valeur qu'il pourrait liquider rapidement. Ce qu'il trouva à la place, c'était Aaron, assis tranquillement dans le salon avec une tasse de café. « Bonjour, Seth. Vous cherchez quelque chose ?» Seth se figea, un collier en or à moitié enfoncé dans sa poche. « Moi, Miranda, j'ai dit que je pouvais. » Miranda dit beaucoup de choses, répondit Aaron d'une voix conversationnelle. La plupart sont des mensonges. Voulez-vous vous asseoir? On devrait parler.
La conversation qui suivit fut enregistrée par des caméras cachées que l'équipe d'Aaron avait installées dans toute la maison. Seth, paniqué par ses dettes, cherchait désespérément des solutions. Il avait tout avoué, la liaison, la planification financière, le complot visant à s'emparer des biens d'Aaron, et même le rôle d'informateur de Brian. Elle m'a promis la moitié de tout, dit Seth, son désespoir le rendant imprudent. Les affaires, les maisons, les investissements. Miranda a dit que tu étais stupide et faible, que tu ne verrais jamais ça venir. Aaron hocha la tête avec compassion. Et que lui as-tu promis en échange? Une nouvelle vie. La liberté d'un mari qui ne l'a jamais appréciée. La voix de Seth prit un ton répété, comme s'il avait répété ses paroles. Elle mérite mieux que quelqu'un qui travaille tout le temps. Je vois. Et Brian, quel rôle joue-t-il dans cette nouvelle vie? Seth se tortilla, mal à l'aise. Ce gamin est utile. Il a accès à tes fichiers, à ton ordinateur. Il fallait que quelqu'un soit présent pour s'assurer de ne rien manquer d'important. Chaque mot était enregistré en haute définition, créant une trace permanente du complot. Aaron avait ce qu'il lui fallait, mais il n'en avait pas fini. Il y a juste un problème avec ton plan, dit Aaron, toujours sur le même ton calme. Tu m'as pris pour un idiot et un faible. Et si tu avais tort? La prise de conscience se lut lentement sur le visage de Seth lorsqu'il remarqua les caméras, le matériel d'enregistrement, le fait qu'Aaron était complètement détendu malgré l'avoir surpris en flagrant délit de cambriolage. C'était un piège, murmura Seth. C'était la justice, corrigea Aaron. Tu es un criminel de carrière qui cible les femmes vulnérables. Miranda n'est pas ta première victime, et elle n'aurait pas été la dernière. Aaron se leva, sa silhouette imposante projetant une ombre sur le jeune homme tremblant. Mais elle sera ta dernière, car je vais m'assurer que tout le monde sache exactement qui tu es. Ce soir-là, l'équipe d'Aaron passa à l'étape suivante du plan. Les aveux enregistrés furent montés sous forme de documentaire et envoyés à tous les membres du cercle social de Miranda, à tous les clients de cette gym et à tous les associés ayant déjà eu affaire à Brian. La réaction fut immédiate et dévastatrice. Les amis du country club de Miranda cessèrent de répondre à ces appels. Les clients de cette annulèrent leurs séances et exigèrent des remboursements. L'activité de consultant de Brian se tarit lorsque la nouvelle de son espionnage industriel se répandit. Mais Aaron ne se contentait pas de l'exil social. Il voulait la destruction totale. Les images de vidéosurveillance montrant cette cambriolant la maison furent remises à la police, accompagnées de preuves de ses fraudes, de ses dettes de jeu et de ses liens avec le crime organisé. Les enregistrements audio de Brian discutant de secrets d'entreprise furent transmis aux enquêteurs fédéraux qui surveillaient les affaires d'Aaron depuis des années, à la recherche du moindre prétexte pour le faire tomber. Or, ces mêmes enquêteurs avaient la preuve qu'Aaron était la victime, et non l'auteur, d'espionnage industriel. Miranda reçut les papiers du divorce le soir même, accompagnés d'un décompte complet des vols sur les comptes familiaux. Les documents préparés par Carl Welch étaient des chefs-d'œuvre de précision juridique qui ne lui laissaient pratiquement aucun droit sur les biens d'Aaron. Différence irréconciliable, luait à voix haute, la voix s'élevant à chaque mot. Il invoque des divergences irréconciliables parce que j'ai puni ma propre fille. Brian, désormais sans domicile fixe et sous le coup d'une enquête fédérale, tenta de rallier sa mère. Nous pouvons lutter contre cela. Nous pouvons révéler ses transactions commerciales, ses comptes offshore. Avec quel argent, s'exclama Miranda. Notre avocat refuse même de prendre nos appels sans provision. Nous ne pouvons pas payer. Alors que mère et fils risquaient l'effondrement de leur plan, Aaron planifiait déjà la phase suivante. La destruction financière et sociale était satisfaisante, mais il voulait qu'ils comprennent toutes les conséquences de leur trahison. La vraie douleur ne faisait que commencer. Chapitre 5, la pression. L'hôtel Riverside, où Miranda et Seth avaient mené leur liaison, devint le théâtre de la chute de Seth. Aaron avait racheté l'entreprise en faillite par l'intermédiaire d'une de ses sociétés écrans, et la nouvelle direction était très intéressée par l'enquête sur les irrégularités de leurs opérations antérieures. Des images de vidéosurveillance de l'année précédente furent mystérieusement découvertes et transmises aux forces de l'ordre. Elles montraient les réunions de Seth et Miranda, mais révélaient aussi quelque chose de plus préjudiciable, les transactions de drogue de Seth avec les clients et le personnel de l'hôtel. Nous n'en avions aucune idée, déclara le nouveau directeur aux journalistes sous les caméras de Channel 7 News. Lorsqu'M. Après l'acquisition de cette propriété par la société de Haley, nous avons immédiatement commencé à examiner les procédures de sécurité et découvert des preuves d'une activité criminelle grave.
Seth regardait le reportage depuis une chambre de motel à Sidi, son monde s'écroulant autour de lui. Les accusations de drogue étaient secondaires par rapport à son véritable problème. Ses créanciers de jeu avaient vu le même reportage et avaient conclu, à juste titre, qu'ils ne pourraient jamais les payer. Miranda ne s'en sortait pas mieux. Sa tentative de réclamer une pension alimentaire fut anéantie au tribunal lorsque les avocats d'Aaron présentèrent des preuves de vol, d'adultère et de violence envers Crystal. La juge, peu tolérante envers les agresseurs d'enfants, accorda à Aaron la garde exclusive de Crystal et condamna Miranda à verser des dommages et intérêts. Votre honneur, plaida l'avocat commis d'office de Miranda, ma cliente n'a ni revenu ni bien pour verser des dommages et intérêts. Elle aurait peut-être dû y réfléchir avant de voler les fonds d'études de sa fille et de brûler l'enfant au fer rouge. La juge Diane Quinn répondit froidement. La situation de Brian était encore pire. L'enquête fédérale sur son espionnage industriel s'était étendue à ses liens avec les activités criminelles de Seth. Le parquet lui proposait un arrangement judiciaire qui l'obligerait à témoigner contre sa mère et Seth en échange d'une réduction de peine. Ils veulent que je porte un micro, dit Brian à Miranda lors d'une de leurs rares conversations restantes. Ils pensent que Seth et vous faites partie d'un vaste complot. Miranda rit amèrement. Complot ? Nous n'aurions même pas pu obtenir un simple divorce sans que tout s'écroule. Ce que ni Miranda ni Brian ne comprenaient, c'est que leurs échecs n'étaient pas dus à la malchance ou à une mauvaise planification. Ils résultaient de la destruction systématique par Aaron de tous les fondements sur lesquels ils avaient bâti leur plan. Aaron avait utilisé ses relations d'affaires pour s'assurer que Miranda ne trouve aucun emploi en ville. La salle de sport de Seth l'avait licencié après que des clients se soient plaints des accusations criminelles, et sa licence de coach sportif était en cours de révision. La réputation de Brian dans le monde des affaires était si profondément entachée qu'il n'a même pas pu être embauché comme chauffeur-livreur. Mais le chef-d'œuvre d'Aaron était encore à venir. Par l'intermédiaire de son consultant média Mark Mead, Aaron avait construit un récit faisant de Seth un prédateur en série ciblant les femmes vulnérables. L'histoire a été reprise par les médias nationaux, Miranda étant présentée comme la dernière victime de Seth plutôt que comme sa complice consentante. Elle a subi un lavage de cerveau par un manipulateur hors pair. Un expert a expliqué à la télévision, ces prédateurs sont doués pour identifier les femmes qui traversent des transitions difficiles et exploiter leur vulnérabilité émotionnelle. Le récit servait parfaitement les intérêts d'Aaron. Il présentait Miranda comme une victime plutôt que comme une méchante, ce qui rendait ses crimes encore plus choquants lorsqu'ils furent finalement révélés. La sympathie du public pour une femme ayant subi un lavage de cerveau se transforma rapidement en dégoût lorsqu'on apprit qu'elle avait brûlé sa propre fille. Seth, quant à lui, faisait face à des problèmes plus urgents. Ses créanciers étaient passés des menaces à l'action, vandalisant sa voiture et le suivant jusqu'à son nouvel emploi dans un centre de fitness discount. Alors qu'il tentait de fuir la ville, il fut arrêté à l'aéroport pour trafic de drogue suite à l'enquête sur l'hôtel. La caution est fixée à $500 000. Le juge l'annonça, sachant pertinemment que Seth n'avait aucun moyen de réunir une telle somme. Depuis sa cellule, Seth tenta de contacter Miranda, espérant qu'elle pourrait avoir accès à des fonds susceptibles de l'aider. Ce qu'il ignorait, c'est que Miranda traversait elle aussi une crise juridique. Aaron avait intenté une action civile contre elle pour vol, fraude et souffrance émotionnelle intentionnelle. Le procès, davantage destiné à la publicité qu'à la réparation, détaillait chaque aspect de sa trahison et incluait des photos crues des brûlures de cristal. Les journaux locaux se sont emparés de l'affaire et Miranda s'est retrouvée accusée d'avoir agressé des enfants et d'avoir volé sa propre fille pour financer une liaison avec un criminel de carrière. Les preuves démontrent une cruauté délibérée. L'avocat d'Aaron a déclaré aux journalistes que mademoiselle Caldwell n'avait pas seulement trahi son mari. Elle avait systématiquement maltraité et exploité les enfants dont elle avait la charge. Les tentatives de Miranda pour susciter la sympathie ont été sapées par ses propres paroles enregistrées, que l'équipe d'Aaron a stratégiquement divulguées aux médias. Son rire tandis que Crystal se tordait de douleur, son dénigrement désinvolte de la blessure et ses commentaires cruels sur la valeur de sa fille ont anéanti toute chance de soutien public. La situation de Brian s'est encore détériorée lorsque les procureurs lui ont offert l'immunité en échange d'un témoignage contre sa mère. Les accusations fédérales liées à l'espionnage industriel étaient passibles de peine allant jusqu'à 20 ans de prison, faisant de la coopération sa seule option réaliste. C'est ma mère, a protesté Brian auprès de son avocat. C'est aussi à cause d'elle que vous êtes poursuivi au niveau fédéral, répondit l'avocat sans détour. Elle vous a encouragé à voler l'homme qui vous a élevé, éduqué et traité comme son propre fils. Maintenant, cet homme est prêt à vous laisser partir si vous dites la vérité sur ce qui s'est passé.
Brian découvrit que la vérité était plus dommageable qu'il ne l'avait imaginé. Les enquêteurs d'Aaron avaient documenté tous les aspects du complot, de la liaison initiale à la saisie prévue des biens. La coopération de Brian ne ferait que confirmer ce qu'Aaron savait déjà et avait largement documenté. Tandis que la procédure judiciaire avançait, Aaron poursuivait sa campagne de destruction systématique. Il use de son influence pour que l'histoire de Miranda soit portée à l'attention des associations de protection de l'enfance, des groupes de défense des droits des femmes et des défenseurs des droits des victimes. L'ironie était délibérée. Miranda s'attendait à se présenter comme une victime des abus présumés d'Aaron, mais elle s'est retrouvée condamnée par les groupes même dont elle espérait le soutien. Seth, toujours en prison et soumis à une pression croissante de la part des procureurs et des créanciers, a finalement accepté de plaider coupable de tous les chefs d'accusation en échange d'une protection de l'enfance. Ses aveux comprenaient un témoignage détaillé sur le rôle de Miranda dans la planification de la saisie des biens et sur les activités d'espionnage industriel de Brian. Elle n'était pas une victime, a déclaré Seth au procureur, abandonnant son ancienne amante pour sauver sa peau. Elle était la meneuse. Tout était son idée depuis le début. Aaron regarda les dominos tomber depuis son bureau, dominant la ville qu'il avait contribué à bâtir. Chaque révélation, chaque trahison, chaque tentative désespérée d'échapper aux conséquences ne faisait qu'aggraver le trou creusé par ses ennemis. Mais il n'en avait pas fini. La phase finale de son plan assurerait leur destruction définitive et complète. Chapitre 6, la révélation. La salle d'audience était bondée de médias, de militants sociaux et de curieux. Alors que le procès de Miranda Caldwell s'ouvrait, Aaron était assis au premier rang aux côtés de Crystal, dont le bras guéri ne portait qu'une légère cicatrice, mais dont le témoignage serait dévastateur. Le procureur Freddie Mullen avait monté son dossier méthodiquement, en s'appuyant sur la montagne de preuves rassemblées par l'équipe d'Aaron. Les chefs d'accusation comprenaient maltraitance d'enfants, vol, fraude et complot, une combinaison qui pourrait entraîner des décennies de prison. Mesdames et messieurs les jurés, Mullen a commencé sa plaidoirie. Cette affaire concerne les abus et l'exploitation systématique d'une famille par une personne en qui elle avait une confiance absolue. L'accusée, elle n'a pas simplement brûlé sa fille au fer rouge. Elle a orchestré un plan complexe pour détruire l'homme qui avait subvenu aux besoins de sa famille pendant 15 ans. L'avocate de Miranda, une avocate commise d'office surmenée du nom de Guadalupe Green, a tenté de maintenir le récit selon lequel Miranda avait été manipulée par Seth. Mais cette stratégie a échoué lorsque les procureurs ont révélé des enregistrements de Miranda discutant du plan avant même sa rencontre avec Seth. Le premier choc est venu du témoignage de Brian. En échange de l'immunité, il avait accepté de tout révéler, y compris des détails qu'Aaron ignorait auparavant. Elle a commencé à planifier son départ il y a environ 2 ans, a témoigné Brian, évitant le regard furieux de sa mère. Mais elle voulait s'assurer d'obtenir le plus d'argent possible. Elle a fait des recherches sur son entreprise, consulté des avocats et même engagé un détective privé pour rechercher des preuves de liaisons extra-conjugales ou de crimes financiers. La révélation que Miranda préparait sa trahison depuis des années, bien avant la comparution de Seth, a anéanti toute sympathie que le jury aurait pu lui éprouver. Mais le témoignage le plus choquant est venu d'une source inattendue. Ethel Lancaster, la grand-mère biologique de Crystal, qui avait gardé le silence pendant des années sur la véritable nature de sa belle-fille, m'a appelé il y a 3 ans. La vieille dame a témoigné, la voix tremblante d'émotion. Elle voulait savoir si Crystal avait reçu un héritage paternel. Quand je lui ai dit qu'il n'y avait rien de significatif, elle a dit, « Alors, le petit ne vaut rien pour moi. » La salle d'audience a éclaté à cette révélation. Miranda avait calculé la valeur financière de Crystal à ses yeux avant même le début de la liaison, considérant sa belle-fille comme un simple atout potentiel. Le témoignage de Crystal a été le moment le plus marquant du procès. Elle a décrit non seulement l'incident de la brûlure, mais aussi des années de violence psychologique, d'exploitation financière et de sabotage délibéré de ses études et de ses projets de carrière. Elle m'a dit que je n'étais pas assez intelligente pour l'université, a déclaré Crystal, la voix ferme malgré ses larmes. Elle a dit qu'Aaron gaspillait de l'argent pour mes études parce que je ne réussirais jamais rien, mais qu'elle dépensait le même argent en vêtements, bijoux et voyages avec Seth. Aaron a regardé Miranda. Le visage de Crystal ne laissait transparaître ni remords ni regrets, seule la colère transparaissait. Même face à la prison, Miranda ne parvenait pas à éprouver la moindre émotion sincère pour la fille qu'elle avait torturée. Le dossier de l'accusation était accablant. Mais Aaron avait une dernière surprise en réserve. Grâce à ses relations dans les forces de l'ordre, il avait appris que le casier judiciaire de Seth remontait à bien plus loin qu'on ne l'imaginait.
L'inspecteur Reginald Drake a témoigné pour révéler que c'était lié à au moins 5 autres affaires de fraude contre des femmes âgées, dont une qui avait entraîné le suicide d'une femme après avoir perdu toutes ses économies. La liaison de l'accusé n'était pas un simple adultère, a témoigné Drake. Elle s'inscrivait dans un schéma de prédation financière qui a détruit des vies dans 3 États. La révélation que Miranda s'était associée à son insu à un tueur en série de rêves, quelqu'un dont les manigances avaient littéralement poussé une femme au suicide, a choqué même Aaron. Il s'attendait à trouver un prédateur ordinaire, pas quelqu'un dont les crimes avaient des conséquences aussi dévastatrices. L'avocat de Miranda a désespérément tenté de sauver l'affaire en arguant que sa cliente avait été manipulée par un criminel hors pair, mais les conversations enregistrées entre Miranda et Seth racontaient une histoire différente. Miranda y était clairement la partenaire dominante, dirigeant les actions de Seth et prenant des décisions stratégiques. Elle n'était pas une victime. Seth a témoigné par liaison vidéo depuis une prison fédérale, après avoir déjà été condamnée pour de multiples chefs d'accusation. Elle était plus intelligente que moi, plus impitoyable. L'attaque de fer était son idée. Elle a dit que Crystal devait apprendre le respect. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. À son retour, son verdict a été rapide et sans appel. Coupable de tous les chefs d'accusation. La peine prononcée par le juge Quinn a été tout aussi sévère. Mademoiselle Caldwell, vous avez fait preuve d'une cruauté et d'un calcul qui choquent la conscience. Vous avez brûlé votre propre fille, volé son avenir et conspiré pour détruire l'homme qui vous traitait, vous et vos enfants, comme des membres de votre famille. Le tribunal vous condamne à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Miranda s'est effondrée à la lecture de la sentence, comprenant enfin que ses plans n'avaient pas seulement échoué, mais l'avaient complètement détruite. Aaron ne se sentait pas. La satisfaction transparaissait dans ses larmes. Justice avait été rendue, mais les dommages causés à sa famille ne pourraient jamais être entièrement réparés. En quittant le tribunal, Crystal serra la main d'Aaron. « Merci, dit-elle simplement. » Pour tout, Aaron regarda la jeune femme, ressortie plus forte de son épreuve. Elle s'apprêtait désormais à entrer en école d'infirmière avec son soutien total. « Tu es ma fille, dit-il. Cela signifie quelque chose pour moi, même si ce n'était pas le cas pour elle. » La couverture médiatique du procès eut une conséquence inattendue. Plusieurs autres femmes se manifestèrent et racontèrent avoir été prises pour cible par des hommes utilisant les méthodes de Seth. Aaron se retrouva involontairement à mener une campagne pour dénoncer les prédateurs financiers qui ciblaient les femmes vulnérables. Mais en privé, Aaron était déjà passé à l'étape suivante de sa vie. Miranda et Seth étant en prison et Brian assumant ses propres conséquences, il était libre de construire quelque chose de nouveau avec Crystal, une famille fondée sur la loyauté, le respect et l'affection sincère. L'ancien Aaron se sentait peut-être coupable de l'efficacité impitoyable de sa vengeance. Mais cet Aaron avait été trop confiant, trop indulgent. Le nouvel Aaron, il comprenait que certaines trahisons étaient impardonnables et que certaines personnes méritaient exactement ce qu'elles avaient subi. La justice, avait appris Aaron, n'était pas toujours belle, mais elle était toujours nécessaire. Chapitre 7. Le jugement dernier. 6 mois après la condamnation de Miranda, Aaron se tenait sur le chantier du Crystal Alley Medical Center, un établissement de soins pour les traumatismes qu'il construisait en l'honneur de sa fille. L'ironie du sort ne lui échappait pas, un bâtiment dédié à la guérison renaîtrait des cendres d'une telle destruction. Crystal s'était épanoui depuis le procès, excellant dans son programme d'infirmière et travaillant à temps partiel à l'hôpital pour enfants. La cicatrice de sa brûlure au bras s'était estompée jusqu'à devenir une fine ligne blanche, mais la force qu'elle avait acquise en survivant à cette épreuve était permanente. Le centre d'évaluation psychologique sera situé au 3e étage, expliqua Crystal à Aaron tandis qu'ils examinaient les plans architecturaux, spécialement conçus pour les enfants victimes de maltraitance. Aaron hocha la tête, fier de la façon dont sa fille avait transformé son traumatisme en but. Le centre médical servirait de rappel permanent que la souffrance peut créer quelque chose de significatif si elle est canalisée correctement. Brian avait son sort été différent. Après avoir purgé 18 mois de prison fédérale pour espionnage industriel, il a été libéré dans un monde qui avait évolué sans lui. Sa coopération avec les procureurs lui avait évité une peine plus longue, mais elle l'avait aussi stigmatisé comme un traître, tant dans les milieux légitimes que criminels. Aaron avait veillé à ce que la coopération de Brian soit rendue publique, le rendant inemployable dans tout domaine exigeant confiance et discrétion. Le jeune homme qui avait autrefois vécu luxueusement grâce à la générosité d'Aaron occupait désormais des emplois au SMIC et vivait dans un studio du mauvais côté de la ville.
Il m'a appelé hier. Crystal l'a dit à Aaron alors qu'il rentrait du chantier. Il voulait savoir si tu lui pardonnerais un jour. L'expression d'Aaron est restée inchangée. Que lui as-tu dit? La vérité. Que le pardon se mérite, et il ne s'est même jamais excusé pour ce qu'il nous a fait. La chute de Brian avait été plus profonde qu'Aaron lui-même ne l'avait prévu. Sa condamnation fédérale l'avait rendu inéligible à la plupart des licences professionnelles, et sa trahison envers Aaron avait ruiné sa réputation dans le monde des affaires. Plus important encore, son témoignage contre sa mère avait brisé ses dernières relations familiales. La famille de Miranda avait coupé tout contact avec Brian après avoir appris l'ampleur de sa coopération avec les procureurs pour tenter de se sauver. Il avait perdu sa famille adoptive et biologique, le laissant complètement seul. Le sort de Seth avait été encore plus cruel. Ses liens avec le crime organisé faisaient de la prison un endroit dangereux pour lui, et sa coopération avec les procureurs avait fait de lui une cible. Il passa la majeure partie de son temps en détention préventive, isolé des autres détenus et risquant des décennies derrière les barreaux. Mais la victoire la plus gratifiante d'Aaron ne résidait pas dans la destruction de ses ennemis, mais dans la construction d'un monde meilleur à leur place. La Fondation Allais, créée avec Crystal comme co-directrice, était devenue un acteur majeur du soutien aux victimes d'abus et du financement de l'éducation des enfants défavorisés. Le travail de la Fondation a permis à la fortune d'Aaron de créer des changements positifs bien après sa disparition. Aaron avait également restructuré son entreprise pour y inclure des programmes d'actionnariat salarié et des initiatives d'investissement communautaire. L'entreprise que Miranda avait tenté de piller bénéficiait désormais à des centaines de familles et renforçait la communauté qu'Aaron considérait comme son foyer. Il y a quelque chose. Autre chose, dit Crystal en arrivant à la maison. Une nouvelle maison qu'Aaron leur avait construite. Libéré des souvenirs des abus de Miranda. J'ai été accepté en soins infirmiers pédiatriques à Johns Hopkins. Aaron ressentit une fierté qui surpassait toute réussite professionnelle qu'il avait jamais connue. Crystal avait non seulement survécu à son épreuve, mais se préparait à aider d'autres enfants confrontés à un traumatisme similaire. Quand tu commenceras, demanda-t-il. Ah. L'automne prochain. Mais je veux d'abord terminer le projet du centre médical. Je veux que ce soit terminé. Ce soir-là, Aaron était assis dans son bureau et examinait les rapports de Todd Mayer, qui continuait de suivre la situation de Miranda et Seth. Tous deux s'adaptaient mal à la vie carcérale et leurs appels avaient été rejetés à l'unanimité par les juridictions supérieures. Miranda avait perdu beaucoup de poids et suivait un traitement psychologique pour dépression. Sa demande de libération anticipée avait été refusée et sa première date de libération conditionnelle était encore dans 10 ans. Seth faisait face à des perspectives encore plus sombres. Ses dettes de jeu l'avaient suivi en prison et ses créanciers avaient des contacts dans tout le système pénitentiaire. Il vivait dans la peur constante, dépendant de ses gardiens pour sa protection et risquant que ses dettes soient recouvrées par la violence. Mais le développement le plus intéressant concernait Brian. La surveillance de Todd révéla que le jeune homme tentait de renouer avec son père biologique, Thomas Lancaster, qui avait abandonné la famille des années auparavant. Thomas ne veut rien avoir à faire avec lui, rapporta Todd. Apparemment, Brian a essayé de convaincre son père de l'aider à se venger. Thomas a traité Brian de minable perdant et lui a raccroché au nez. Aaron n'a pas été surpris. Brian avait passé des années à. Il croyait avoir droit à la loyauté et au soutien de ceux qui l'avaient trahi. La réalité des conséquences de ses actes lui était encore étrangère. Il y a encore une chose. Todd poursuivit, Brian a essayé de contacter des journalistes pour écrire un livre révélateur sur votre empire criminel. Il prétend que vous l'avez piégé, lui et sa mère. Aaron sourit froidement. Et comment cela fonctionne-t-il pour lui? Personne ne s'y intéresse. Votre réputation au sein de la communauté est trop solide. Et la crédibilité de Brian est trop entamée. De plus, il a signé des accords de confidentialité dans le cadre de sa négociation de peine, qui le renverrait en prison fédérale s'il les violait. L'ironie du sort était parfaite. Le désir désespéré de vengeance de Brian contre Aaron était limité par l'accord de coopération même qu'il avait sauvé d'une peine de prison plus longue. Il était prisonnier de ses propres choix, incapable d'avancer ou de reculer. Alors qu'Aaron se préparait à se coucher, il songea à quel point le paysage avait changé. 1 an plus tôt, il avait été un homme prospère mais naïf, convaincu que l'amour et la générosité seraient réciproques. Maintenant, c'était un stratège qui comprenait que la confiance se gagne, que la loyauté est mise à l'épreuve et que la trahison est réprimée avec une force écrasante. Crystal le trouva sur le balcon,
admirant les lumières de la ville. Des regrets, demanda-t-elle. Aaron réfléchit attentivement à la question. Sur les méthodes? Non. Sur la nécessité? Oui. Je regrette qu'il ait fallu le faire. D'ailleurs. Crois-tu qu'ils ont appris quelque chose? Aaron secoua la tête. Miranda blâme tout le monde sauf elle-même. Seth se concentre sur sa survie. Brian se croit toujours la victime. Aucun d'eux ne comprend qu'il a provoqué sa propre destruction. Crystal hocha la tête, comprenant que certaines personnes étaient incapables de grandir ou de se racheter. Alors, tu as fait le bon choix. Tandis qu'ils se tenaient ensemble dans un silence confortable, Aaron comprit que sa campagne de justice avait accompli plus que de la vengeance. Elle avait révélé la véritable nature de toutes les personnes impliquées. Miranda, Seth et Brian s'étaient révélés être exactement ce qu'Aaron savait maintenant d'eux, des êtres égoïstes, cruels et fondamentalement faibles, prêts à trahir n'importe qui pour leur propre profit. Aaron avait appris à être différent. Assez fort pour protéger ce qui comptait. Assez intelligent pour anticiper les menaces et assez impitoyable pour les éliminer complètement. La partie était terminée. Aaron avait remporté non seulement la victoire, mais aussi la transformation. Chapitre 8. Le nouvel ordre. 2 ans après la condamnation de Miranda, Aaron se présenta devant le conseil municipal qui vota à l'unanimité pour nommer le nouveau centre d'accueil pour enfants en l'honneur de Crystal. Le Crystal, le centre allé pour la protection de l'enfance, était devenu le principal établissement de la région pour le traitement des jeunes victimes de maltraitance, entièrement financé par la Fondation Aaron. Monsieur Allais, la mère Alyssa Holder a déclaré en lui remettant les clés de la ville, « Votre générosité a transformé la façon dont notre communauté protège ses citoyens les plus vulnérables. » Aaron accepta cet honneur, conscient que sa réputation était complètement rétablie. Le récit du père qui avait protégé sa fille et dénoncé de dangereux criminels avait éclipsé toute question sur ses méthodes. Crystal, qui terminait actuellement ses études d'infirmière pédiatrique, était devenue une fervente défenseur des victimes de maltraitance. Son histoire, faite de brûlures, de trahison et de triomphes ultimes, a inspiré d'autres survivantes à se manifester et à demander de l'aide. La chose la plus importante que j'ai apprise, a déclaré Crystal lors d'une conférence de travailleurs sociaux, c'est que la guérison passe par la justice. Les victimes ne peuvent pas aller de l'avant si leurs agresseurs ne subissent aucune conséquence. Brian regardait le discours de Crystal sur un ordinateur portable dans son appartement exigu, le visage marqué par le ressentiment. À 27 ans, il paraissait plus âgé que son âge, épuisé par des emplois au SMIC et une lutte constante pour survivre sans soutien. Le système qu'il avait détruit. Ses tentatives de reconstruire sa vie avaient échoué à maintes reprises. Chaque candidature nécessitant une vérification des antécédents révélait sa condamnation fédérale. Toute relation potentielle avait pris fin lorsque ses partenaires avaient appris sa trahison envers sa famille. Même ses tentatives de changer de nom avaient été bloquées par des restrictions légales liées à sa condamnation. Brian avait récemment été expulsé de son appartement et vivait dans sa voiture, une Honda de 15 ans qui avait remplacé la BMW qu'Aaron lui avait fournie. Sa chute dans la rue semblait inévitable si rien ne changeait. La situation de Miranda était tout aussi sombre, mais plus stable. La prison lui avait ôté ses prétentions et l'avait forcé à affronter la réalité de ses choix. Elle travaillait à la blanchisserie de la prison pour 17 cents de l'heure et passait ses soirées dans sa cellule à écrire des lettres à Aaron et Crystal qui ne lui étaient jamais envoyées. Elle en parle constamment. Sa compagne de cellule, une femme nommée Robin Anne, l'a dit au conseiller de la prison. Elle est convaincue que si elle pouvait simplement s'expliquer, il lui pardonnerait et la reprendrait. L'illusion. Selon laquelle Miranda se croyait victime d'un malentendu plutôt que l'artisane d'un malentendu, sa propre destruction était devenue une forme de protection mentale. Accepter la responsabilité de brûler sa fille et de détruire sa famille l'aurait obligée à reconnaître un niveau de mal à laquelle elle ne pouvait pas faire face. L'expérience pénitentiaire de Seth avait été plus pénible. Son statut de garde de protection a fait de lui une cible pour les gardes et les détenus, et ses dettes de jeu l'avaient suivi derrière les barreaux. Il vivait dans une peur constante, sachant que ses créanciers avaient des liens dans tout le système pénitentiaire. Il purge essentiellement une condamnation à mort, a déclaré son avocat aux journalistes. L'unité de garde de protection ne fait que retarder l'inévitable. Aaron a surveillé ces développements à travers son réseau de contacts, mais n'a ressenti aucune sympathie pour aucun de ses anciens membres de sa famille. Ils avaient fait leur choix lorsqu'ils ont choisi la trahison pour la loyauté, la cruauté envers la compassion. L'entreprise qu'Aaron avait construite a continué à prospérer sous sa direction,
mais il l'avait restructuré pour empêcher les trahisons futures. Les postes clés ont été occupés par des personnes dont la loyauté avait été testée au fil des ans et l'accès à des informations sensibles était strictement contrôlé. Plus important encore, Aaron avait appris à faire confiance à ses instincts sur les gens. Les signes de la vraie nature de Miranda avaient été là depuis le début. Sa cruauté décontractée envers les travailleurs du service, son obsession du statut social, son manque d'empathie pour les autres luttes. Aaron avait ignoré ses drapeaux rouges parce qu'il voulait croire à la famille qu'il construisait. Maintenant, il a compris que le caractère a été révélé par des actions, pas des mots, et que le comportement passé était le prédicteur le plus fiable des choix futurs. Vous êtes devenu plus difficile, a observé Crystal un soir en examinant les affaires de fondation. Pas cruel, mais plus réaliste à propos des gens, acquiesça Aaron. L'expérience enseigne les leçons selon lesquelles la théorie ne pouvait jamais. J'ai appris que certaines personnes prendront tout ce que vous leur donnez et en vouloir encore plus. La leçon avait des applications au-delà de sa vie personnelle. Les transactions commerciales d'Aaron étaient devenues plus prudentes, ses contrats plus détaillés, sa confiance plus prudemment. Des trahisons similaires. La clé, a déclaré Aaron à un groupe de soutien d'hommes divorcés, est de comprendre que le pardon ne nécessite pas de réconciliation. Vous pouvez pardonner à quelqu'un pour votre propre tranquillité d'esprit tout en vous protégeant des dommages futurs. Plusieurs membres du groupe ont été pressés par la famille et les amis pour pardonner et oublier les conjoints qui les avaient trahis. L'exemple d'Aaron leur a montré qu'ils pouvaient aller de l'avant sans compromettre leurs principes ou permettre des abus continus. Le pardon sans conséquence est simplement permis. Aaron a poursuivi, le pardon réel exige la responsabilité et la responsabilité nécessite des conséquences. Le groupe de soutien était devenu un réseau d'hommes qui se sont aidés. Pour naviguer sur le divorce, les batailles de garde et les litiges financiers. L'influence d'Aaron avait créé une communauté de personnes qui comprenaient que la force n'était pas mesurée par la quantité d'abus que vous pouviez tolérer, mais par la façon dont vous pouviez protéger ce qui comptait. Alors que la réputation d'Aaron en tant que protecteur et défenseur grandissait, il a commencé à recevoir des demandes d'aide de personnes confrontées à des situations similaires aux siennes. La Fondation a élargi sa mission d'inclure le soutien à toute personne exploitée par des membres de la famille ou des amis de confiance. Nous ne sommes pas vigilants, a expliqué Aaron à son personnel. Nous sommes des éducateurs. Nous aidons les gens à comprendre leurs droits légaux, leurs options financières et leurs limites personnelles. Mais la définition de l'éducation d'Aaron était plus large que celle de la plupart des gens. Lorsqu'une veuve a contacté la Fondation sur le vol de son fils de ses économies de retraite, l'équipe d'Aaron n'a pas simplement fourni des références légales. Ils ont mené une enquête complète qui a révélé le jeu, la dépendance et le trafic de drogue du fils. Lorsqu'une mère célibataire a signalé que son ex-mari était entraîneur de ses enfants pour mentir dans les procédures de garde, les enquêteurs d'Aaron ont documenté la manipulation et ont présenté des preuves qui ont conduit à des exigences de visite supervisée. Dans chaque cas, Aaron a appliqué les mêmes principes qu'il avait utilisés contre Miranda, Seth et Brian. Une collecte de renseignements complète, une patience stratégique et une réponse écrasante pour confirmer les menaces. Vous construisez un empire, a observé Crystal en examinant les opérations élargies de la Fondation. Je suis la protection des bâtiments, a corrigé Aaron. Pour les gens qui ne peuvent pas se protéger. La distinction était importante pour Aaron. Sa campagne contre Miranda avait été une vengeance personnelle justifiée par leurs crimes. Le travail de la Fondation était la justice préventive conçue pour empêcher les futures victimes de subir des trahisons similaires. Mais les méthodes étaient souvent identiques. Une enquête approfondie, une planification stratégique et une exécution implacable jusqu'à ce que les menaces soient complètement neutralisées. Aaron avait appris que la miséricorde était souvent confondue avec la faiblesse, et la faiblesse a invité une nouvelle exploitation. Le monde contenait des prédateurs qui considéraient la gentillesse comme l'opportunité et la confiance comme une vulnérabilité. Contre ces personnes, une force écrasante a été le seul dissuasion efficace. Le nouvel Aaron Allen n'était plus vulnérable à la trahison parce qu'il ne comptait plus sur d'autres Godwill pour sa sécurité. Il avait construit des systèmes, des réseaux et des ressources qui pouvaient fonctionner indépendamment de la fidélité de tout individu. C'était une forme solitaire de force, mais c'était incassable. Chapitre 9. Le verdict final. 5 ans après que le fer de fer a brûlé le bras de Crystal, Aaron se tenait dans le cimetière où ses parents adoptifs ont été enterrés, réfléchissant à la façon dont sa vie avait changé. L'homme naïf qui avait une fois cru que l'amour et la générosité seraient naturellement réciproques avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait que le respect était gagné par force. Crystal lui a rejoint le site grave.
Maintenant, une infirmière pédiatrique agréée travaillant à l'hôpital pour enfants Aaron avait doté. Elle s'est portée avec confiance qui est venue de la survie de la pire trahison imaginable et émergeant plus fort. Hier, j'ai reçu une lettre de Brian, a-t-elle dit, remettant à Aaron une enveloppe. Il demande de l'argent. Aaron a lu la lettre sans surprise. Brian vivait dans sa voiture depuis 3 mois et était assez désespéré pour mener à l'aide de la famille qu'il avait trahi. La lettre était pleine d'apitoiements sur soi et de vagues promesses de comportement de changement, mais ne contenait aucune véritable reconnaissance de ses crimes ou excuse pour sa trahison. Il dit qu'il a appris sa leçon. Le cristal a continué. Il promet qu'il est différent maintenant. Aaron a déchiré la lettre en deux et a laissé tomber les pièces dans une poubelle. Des gens comme Brian n'apprennent que des leçons temporaires. Dès que la pression est éteinte, ils reviennent à leur vraie nature. La décision de refuser de l'aide n'était pas cruelle. C'était éducatif. Brian avait besoin de comprendre que les actions avaient des conséquences permanentes et que la trahison détruisait à jamais la confiance. Toute aide d'Aaron enseignerait seulement à Brian que ses victimes étaient suffisamment faibles pour être exploitées à plusieurs reprises. La situation de Miranda était devenue plus désespérée alors que ses appels ont continué à échouer. Son avocat avait approché plusieurs fois les représentants d'Aaron, suggérant que son témoignage sur son personnage pourrait aider à des audiences de libération conditionnelle. La réponse d'Aaron était toujours la même. Miranda avait révélé son caractère à travers ses actions, et aucune quantité de manœuvres juridiques ne pouvait changer cette réalité. Elle blâme toujours tout le monde sauf elle-même, a observé Crystal. Ses lettres sont pleines de plaintes concernant les conditions de la prison et de l'injustice qu'elle a été traitée. Aaron n'a pas été surpris. Le narcissisme de Miranda lui a empêché d'accepter la responsabilité de ses choix. Elle passerait le reste de sa peine convaincue qu'elle était victime d'un complot plutôt que l'architecte de sa propre destruction. Cet avait finalement rencontré la fin violente que tout le monde avait prévue. Ses créanciers de jeu l'avaient atteint malgré la garde de protection, et il a été retrouvé mort dans sa cellule dans des circonstances qui ont officiellement statué un suicide, mais ont clairement indiqué le contraire. Aucune grande perte, avait rapporté Todd Mayer lors de la livraison de la nouvelle. Le monde est plus sur 100 prédateurs comme lui. Aaron n'a ressenti aucune satisfaction dans la mort de Seth, mais aucune tristesse non plus. L'homme avait choisi de vivre comme un parasite, détruisant des personnes vulnérables à des fins personnelles. Sa fin violente était simplement la conclusion logique d'une vie passée à se faire des ennemis. La fondation qu'Aaron avait construite a continué d'élargir sa portée, aidant des centaines de familles à éviter le type d'exploitation que sa propre famille avait subi. Le travail avait donné à Aaron un sens de l'objectif qui allait au-delà. Votre grand-mère a demandé à votre grand-mère. Les systèmes de sécurité de la technologie. Plus un père pour moi que quiconque n'a jamais été. Aaron a ressenti une chaleur qu'aucun succès commercial n'avait jamais fournie. Êtes-vous sûr? C'est une grande décision. Vous m'avez protégé lorsque ma propre mère a essayé de me détruire, a répondu Crystal. Vous avez soutenu mes rêves et m'avez aidé à devenir la personne que je voulais être. Cela fait de vous mon vrai père, quelle que soit la biologie. La paperasse d'adoption a été déposée la semaine suivante, ce qui rend Crystal officiellement la belle-fille d'Aaron ainsi que amoureux. La cérémonie était petite mais significative, assistée par des amis et des collègues qui avaient vu leur relation renforcée par l'adversité. Brian a appris l'adoption par le biais de nouvelles et a envoyé une autre lettre. Celui-ci a rempli des accusations amères à propos d'Aaron volant sa sœur. La lettre a révélé que Brian considérait toujours Crystal comme une propriété à réclamer plutôt que comme une personne avec agence pour faire ses propres choix. Aaron a partagé la lettre avec Crystal, qui a ri des illusions de son ancien frère. Il ne comprend toujours pas que le respect est gagné, pas hérité. La distinction était cruciale. Brian avait cru que son lien biologique avec Crystal lui avait donné certains droits et privilèges, quelle que soit la façon dont il la traitait. Aaron avait appris que les vraies obligations familiales étaient construites par la loyauté, le sacrifice et le soutien mutuel. Qualité que la biologie ne pouvait pas fournir. Alors qu'Aaron a passé en revue son empire depuis son bureau, surplombant la ville, il a réfléchi à l'exhaustivité de sa victoire. Miranda passerait la prochaine décennie en prison, sa position sociale et sa sécurité financière détruites en permanence. Seth était morte, ses projets mourant avec lui. Brian était sans abri et sans emploi, face à une vie de conséquences pour ses trahisons. Plus important encore, Aaron avait construit quelque chose de mieux à partir des cendres de leur destruction. La fondation a aidé des centaines de familles à éviter une exploitation similaire.
Le centre médical a traité chaque année des milliers de patients. L'entreprise a employé des centaines de personnes et a contribué des millions à l'économie locale. Crystal avait non seulement survécu à son épreuve, mais l'avait transformée en force qui aiderait d'autres victimes pendant des décennies à venir. Aaron avait appris à distinguer la véritable loyauté et l'opportunisme pratique, entre le caractère et la performance. La dernière leçon de son expérience a été la plus importante. Le pardon n'était pas une faiblesse, mais cela nécessitait de la sagesse. Certaines personnes méritaient les deuxièmes chances, mais d'autres avaient démontré des défauts de caractère fondamentaux qui ont rendu la confiance impossible. Aaron avait pardonné Miranda, Seth et Brian dans le sens où il ne portait plus de colère contre leur trahison. Mais le pardon ne l'obligeait pas à permettre d'autres abus ou à prétendre que leurs crimes n'avaient pas révélé leur vraie nature. Vous êtes-vous déjà demandé en quoi les choses auraient pu être différentes? Demanda Crystal lors de l'une de leurs conversations en soirée. Aaron a soigneusement examiné la question. Si Miranda avait été honnête au sujet de ses sentiments, si Seth avait été une personne décente, si Brian avait choisi la loyauté sur la cupidité, nous pourrions toujours être une famille, mais nous aurions vécu un mensonge, et la vérité aurait finalement émergé. La trahison avait été douloureuse, mais finalement libératrice. Aaron n'avait plus à prétendre que les gens l'aimaient quand ils l'ont simplement utilisé. Il n'avait plus à investir dans des relations avec des personnes qui le considéraient comme une ressource plutôt que comme une personne. Je suis reconnaissant que cela se soit produit, a déclaré Crystal.